Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 22 février 2026. On a deux thèmes ce soir. Je vais essayer de faire ça relativement concis. Je pense que je vais faire un Web Journal cette semaine. On va voir la raison pour laquelle je vais faire un Web Journal cette semaine en complément. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être dites sur certains sujets. On va parler rapidement de l'arrestation du prince Andrew. C'est l'arbre, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. On est dans un processus, évidemment, il a été relâché, il a été arrêté. Et là, j'aurais dû avoir l'image de lui dans la voiture. Là, voilà. Là, avec les yeux comme, tu sais. Il a été arrêté, il a été questionné sur son rôle sur ses relations avec Jeffrey Epstein, etc., etc. Et il a été relâché par la suite, puisque c'est un membre de la famille royale, il n'ira pas se cacher nulle part. Mais il est sous enquête et donc, oui, c'est effectivement une des premières arrestations, mais il n'est pas encore en prison. Donc, on va voir ça, mais c'est plutôt, donc c'est ça que je dis, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a des conséquences à tout ça, et les conséquences sont beaucoup plus intéressantes, en fait, que l'accusation elle-même. Les conséquences, c'est le grand réveil, on va le voir. Je suis encore dans cette logique-là parce qu'il y a des gens qui nous disent ils sont tous pareils, il n'y a rien qui change, il ne s'est rien passé, blablabla. Donc, on va voir les conséquences de tout ça. Une crise de la royauté britannique, c'est le modèle de la démocratie libérale qui est sous attaque. Si vous avez écouté les propos de Fabrice Epelsoin, ou je ne sais pas exactement comment le prononcer, il explique très bien à des journalistes qui sont finalement les personnes les plus abruties qu'on a dans la civilisation occidentale qui ne connaissent rien. On met des tartes comme présentatrices télé. On met des personnes qui n'ont aucune connaissance politique, qui n'ont aucune culture politique comme commentateurs politiques à la télévision. Les gens. Et il faut faire leur éducation. Comme j'ai fait l'éducation de Richard Martineau, eh bien, il y a ce garçon, Fabrice Epelboin, qui a donné une leçon de complotisme à une des présentatrices. Et ils font semblant, les journalistes font semblant de ne rien savoir. Mais de toute façon, c'est parce qu'ils savent que s'ils disent quelque chose en ondes, ils vont perdre leur travail. On l'entend souvent, celle-là. On ne peut pas dire ça sur les plateaux. On ne peut pas dire ça sur les plateaux. Et éventuellement, ça va devenir, on va écrire ça sur la pierre tombale du journalisme. Comme les médias sociaux auront enterré le journalisme traditionnel parce que le journalisme traditionnel, c'est on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça sur les plateaux, etc., etc. Et donc, ils s'auto-censurent et finalement rendre un très mauvais service à la population en général. Alors qu'ils sont censés être les chiens de garde de la démocratie, ils se font plutôt les chiens de garde du système complètement corrompu. Et ce qu'on voit, c'est que le modèle de la démocratie libérale est sous attaque. En fait, s'effondre sous nos yeux. Il a été complètement éviscéré par les magouilles, la corruption, les manœuvres comme celle de Jeffrey Epstein, comme celle d'autres services de renseignement, etc. Donc, la police et les services de renseignement sont complices. On va voir ça. Je vais rappeler un peu le scandale de... C'est pas juste le prince Andrew, c'est le scandale de pédophilie de Westminster. C'est le prince Charles lui-même avec ses relations avec Jimmy Savile, etc. Donc, on va voir ça rapidement en début de Web Journal. Puis après ça, on va parler de la théorie du genre qui continue à faire des dommages sociétaux au Québec. Il y a une espèce de non-binaire qui a gagné une cause. On va en parler, on va aller en profondeur parce qu'il n'y a personne qui l'argumente contre la théorie du genre au Québec. Il y a des livres en France qui ont été écrits, mais ça ne se retrouve jamais. En tout cas, au Québec, il y a une omerta complète sur la théorie du genre, et il y a des conséquences juridiques à ça maintenant. Ça se retrouve dans l'école, c'est-à-dire que nos enfants se font endoctriner avec ça. Il n'y a aucun fondement à cette théorie du genre, il n'y a aucun fondement à ça. Et les juges prennent des décisions en fonction de ça. C'est comme si tu disais, la théorie du genre, c'est exactement comme si tu disais, je suis un chien, je me considère, je me sens comme un chien, wouf, wouf. Il y en a qui sont comme ça, hein, ça s'appelle des furries, là. Eux autres, c'est pas une affaire de sexe, là, c'est une affaire d'espèce, et donc ils sont comme des animaux. Et là, si tu dis, je suis à l'école, là, puis il y a comme juste des toilettes pour les garçons et les filles humains. J'ai besoin aussi d'une litière. Puis là, tu poursuis l'école parce que tu veux une litière, parce que tu t'identifies comme un chien. Et donc, il n'y a aucun fondement à ça. Il n'y a aucun fondement à la théorie du genre. On va le voir. Je vais juste rappeler un certain nombre de trucs. On va
clouer un certain nombre de concepts. Et ça joue contre les femmes, ça. Hein? Ça joue contre les femmes parce que ça dit finalement que la catégorie femme est construite socialement, qu'il n'y a rien qui existe ultimement comme une femme. Donc, c'est une construction sociale. Donc, et celle qui a développé ça, Judith Butler, s'en excuse dans la préface de la 2e édition de son livre Troubles dans le genre, la théoricienne du genre principale, Judith Butler. Elle s'en excuse, elle dit « J'ai offensé des femmes qui eux autres veulent défendre la féminité, etc. Et moi, je déconstruis complètement la féminité. On va voir que c'est faux, ça ne repose sur rien. Donc, je veux faire un petit topo là-dessus. Et cette semaine, je vais probablement faire un féminisme 101. Ça va être, on a fait civilisation occidentale 101, il y aura peut-être un 102, on a fait climat 101, on en a fait Trump 101, etc. Là, on fera féminisme 101. Puis on va juste parler des fondements biologiques de la différence homme-femme. On va argumenter contre elle, contre Judith Butler, puis on va voir elle qui a... J'ai lu ces livres-là en passant, il y a une dizaine d'années. Troubles dans le genre, elle a écrit ça, c'est complètement vide, on va voir ça tout à l'heure. Et on va plutôt présenter des arguments, des études scientifiques dans des livres comme ça ici, Male and Female Brains, The Truth About the Essential Difference, et rempli d'études sur notamment la différence entre les petits garçons et les petites filles avant la culture, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, etc., etc. Même chose ici, ça a été écrit par une fille, Anne Campbell, Mind of Her Own, Evolutionary Psychology of Women, la différence, comment les femmes ont développé une psychologie qui leur est propre à travers les années et quels sont les fondements biologiques de ça. Donc, on va argumenter contre l'ensemble de la société québécoise présentement parce que, comme on l'a vu dans le dernier web journal, au Québec, maintenant, les femmes détestent les hommes hétérosexuels. C'est rendu partout, là. On parle de la crise de la masculinité, etc. Oui, c'est ça, ils ont castré les hommes pour essayer d'arriver à une espèce pour niveler les différences hommes-femmes, parce qu'on ne voulait pas les différences hommes-femmes. Et on va voir donc le projet politique avec Judith Butler. C'est le projet des lesbiennes radicales de Radio-Canada et ailleurs, du lobby féministe qui est contrôlé par les lesbiennes radicales, qui détermine l'ensemble de la société, l'ensemble des valeurs de nos garçons, etc. Ces lesbiennes radicales-là ont le contrôle du gouvernement. Ils ont un ministère de la condition féminine, comme si on avait encore besoin de ça en 2026. Il y a un conseil du statut de la femme, etc. C'est tout contrôlé par des lesbiennes radicales, etc. Puis ça impacte nos jeunes garçons. Ça impacte tout le monde. Là. C'est comme... Donc, il va falloir adresser ça. Donc, je vais faire un féminisme 101, juste sur les différences biologiques. Le 102, on ira plus loin, là, mais juste sur les différences biologiques, on va montrer que les stéréotypes de genre sont fondés biologiquement, les différences hommes-femmes sont fondées biologiquement et que 90% des stéréotypes de genre qu'on combat, on combat toujours les stéréotypes de genre, sont en fait fondés biologiquement. Stéréotype, c'est un mot maintenant honni, mais malheureusement, il y a comme des régularités biologiques. Et on va, encore une, parce que ça fait deux, là. Hein, il y avait Elisabeth Lemay la semaine dernière, l'autre semaine d'avant, qui nous disait que les hommes, blablabla, là, c'était des fascistes quand ils étaient seuls, puis que... Et puis là, maintenant, c'est ça. Ici, là, c'est le transgenrisme. Là. C'est pas le transgenrisme, c'est le non-binarisme, etc., on va voir ça tout à l'heure. Il a commis une cause devant le tribunal. Un salon de coiffure a perdu sa cause. La juge a été complètement disjonctée. Il n'y a aucun fondement, encore une fois, à cette idée de différence. C'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire, tu peux t'identifier comme un pirate comme tu veux, là, ou comme Cléopâtre. Ça ne veut pas dire que tu es Cléopâtre ou que tu es un pirate. Et donc, dans la tête des gens, ça peut être n'importe quoi, mais dans la réalité, c'est autre chose. Puis la psychologie... La psychologie a toujours été fondée sur le fait, jusque dans les années 90, a toujours été fondée sur le fait qu'il fallait accepter la réalité. Les gens sont dans la psychanalyse, c'est toujours, les gens sont dans leurs idées, puis c'est comme je suis Napoléon, blablabla. Là, il faut que tu reviennes dans ton corps, puis que tu acceptes la réalité. Tu es ici maintenant, en France, au Québec, à Montréal, Paris, Bruxelles, je ne sais pas, tu es le papa tu reviens dans ton corps et sur Terre. Mais depuis les années 90, il y a eu des transformations, je l'ai déjà expliqué ça, au sein de l'American Psychiatric Association. C'est le lobby LGBTQ qui a pris le contrôle. Là, tous les concepts ont pris le bas. C'est-à-dire que maintenant, ce qui était considéré comme genre « je suis Napoléon », comme des trucs complètement farfelus, ont été finalement validés et sont devenus mainstream. Puis ça, c'est la révolution, justement, qui a été initiée par Judith Butler dans Troubles dans le genre et qui s'est institutionnalisé, puis qui maintenant, qui a pignon sur rue,
auprès du gouvernement, dans nos écoles, etc. Ça doit être combattu, puis il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait. OK? Donc, on va aller là-dedans tout à l'heure. Et finalement, je voulais encore montrer, tu sais, quand les gens disent ils sont tous pareils, etc., le retour du christianisme aux USA, alors que Obama, c'était le président LGBTQ, même Newsweek l'avait appelé le premier président LGBTQ. Là, on sait tous qu'Obama est gay, mais bon. Et on connaît tous la réalité de Michelle Obama, c'est la même réalité que celle de Brigitte Macron. Et que les États-Unis étaient... il y avait une attaque contre les chrétiens, notamment genre au sein de l'Agence du revenu, qui ciblait les chrétiens, etc. Il y avait comme... Ils tordaient la vis, ils serraient la vis à double tour contre les chrétiens. Et là, maintenant, c'est le contraire. Aux États-Unis, on a... et donc, on va voir ça rapidement vers la fin. Et c'est complètement ridicule de dire ils sont tous pareils. Ils sont tous contrôlés. Et finalement, vu que je suis dans... je m'essouffle à parler rapidement. Je vais être rendu à une demi-heure, puis je vais devoir me reposer sur mon hamac. Les gens qui me disent Epstein, là, Alexis, j'ai eu comme au moins une vingtaine de personnes qui me disent arrête de prononcer Epstein, c'est Epstein. OK, on va régler ça une fois pour toutes, là. C'est Epstein, c'est pas Epstein. OK, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dans les années 80, 90 et au début des années 2000, quand Epstein opérait aux États-Unis, tout le monde l'appelait Jeffrey Epstein. Ça a toujours été Jeffrey Epstein. Quand il s'est fait arrêter en 2004, le juge, tout le monde aux États-Unis, les procès, les avocats, les policiers, les journalistes parlaient de Epstein. Ses amis l'appellent Epstein. Il n'y a personne aux États-Unis, ami, ennemi, qui l'appelle Epstein. Ça, c'est une espèce de lubie de campagnard français, là, genre le gars de province qui n'est pas capable de prononcer correctement le mot. Ça a toujours été, la prononciation a toujours été Epstein. Quand Trump en a parlé en 2015, ça a été Epstein. En 2019, quand il s'est fait arrêter, c'était Epstein. Les journaux, la télévision, c'était Epstein. Tout le monde dit Epstein aux États-Unis. Puis les Français sont arrivés sur le dossier, sur le tard. Puis là, maintenant, tout le monde en parle, puis exige que je dise Epstein. Ça a toujours été Epstein. On s'entend-tu? Si vous comprenez, si vous ne regardez pas la télévision US, vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes en France, vous regardez ça avec des jumelles, puis vous me demandez de dire Epstein, parce que ça n'a jamais été Epstein, c'est Epstein. C'est comme les personnes qui disent aussi qu'il y a Q et il y a les Anon. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 2020. Ça a toujours été QAnon. Ça a toujours été QAnon. Tout le monde parlait... Les pros, les contres, tous ceux qui faisaient des vidéos à partir de 2017, ça a toujours été QAnon. Puis le truc de Q... Quand quelqu'un te dit ça, là, Alexis, arrête de parler de QAnon, il faut dire Q et les Anon. Tu sais que c'est quelqu'un qui n'était pas là au début. Okay? Alors, c'est QAnon. À la fin, 2 mois avant d'arrêter de publier, en 2020, en octobre 2020, il dit il y a Q et les Anon. OK, là, c'est après 3 ans de QAnon. Fait que c'est QAnon. OK, ça a toujours été QAnon. Toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus, c'était QAnon. L'anonyme avec la clairance Q, etc., etc. OK? Donc, reprenez-moi pas, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Si quelqu'un me reprend encore une fois après cette mise en forme, là, cette mise au clair, mise au point, si quelqu'un me reprend sur Epstein, je le bloque. OK? C'est Epstein. Okay, c'est la prononciation américaine. Si vous voulez dire Epstein, vous avez juste l'air de quelqu'un qui vient d'arriver dans le dossier, encore une fois, là, qui exige des correctifs. OK, donc Epstein, les conséquences. Epstein, les conséquences. OK, donc il a été arrêté, etc. C'est partout dans la presse britannique. C'est évidemment un onde de choc mondial, mais il n'est pas le seul. On dit ici, les dossiers Epstein ont entraîné une vague de démissions et d'enquêtes, et on va voir ça parce que les gens, j'ai pas fait de vision d'ensemble de qui a été arrêté et des conséquences de ça. Il y a, entre autres, à part le prince Andrew, lui tire, ce qui est intéressant avec Andrew, c'est qu'il tire la famille britannique vers le bas. Et donc, la famille britannique essaie de couper les liens, lui retire des fonctions, etc., parce que les gens vont faire ce que je vais faire dans ce web journal-ci, c'est que je vais rappeler les liens de la famille britannique, la famille royale britannique avec des pédophiles comme Jimmy Savile, etc. Et donc, étant donné qu'ils sont comme pris là-dedans, ils veulent couper les ponts avec le prince Andrew. Et donc, mais à part lui, il y a Torbjorn Jagland, l'ancien premier ministre de la Norvège qui a été arrêté. Lui aussi, donc donc ça, c'est une arrestation. Il y avait à l'époque Jean-Luc Brunel,
n'est-ce pas? De son nom, Brunel, c'est un nom d'emprunt, je pense que c'est Ben Moon ou quelque chose comme ça, qui a été arrêté, qui est décédé en prison, je pense en 2021, décédé, on ne sait pas s'il est vraiment décédé en prison en 2021-2022, mais il y a eu des arrestations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu aussi l'avocate de haut rang de Goldman Sachs qui appelait Epstein oncle Jeffrey, qui démissionne. Moi, j'exige que tu respires. Ouais, je suis parti. OK. Donc, une autre avocate de renom de, je pense qu'elle est vice-présidente quelque chose, là, Goldman Sachs, qui appelait Epstein oncle Jeffrey, qui démissionne. Il y a le directeur, le CEO, le PDG du groupe Hyatt, les hôtels Hyatt, qui a démissionné. Tom Pritzker, cité dans les dossiers Epstein, prend sa retraite de son poste de président exécutif de Hyatt. Il y a ici un autre ministre, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre slovaque, démissionne en raison de ses liens avec Epstein. Ça, c'est le conseiller avec Fico. Et puis là, là, vous allez dire, est-ce que Fico est compromis? Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Fico était probablement pas au courant. Et un Fico qui fait des pressions pour couper le gaz à l'Ukraine, pour arrêter la guerre, qui est avec Orban dans ces pays qui résistent à l'Europe, qu'on a tenté d'assassiner d'ailleurs. Et donc, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre slovaque, Fico démissionne en raison de ses liens avec Epstein. On le voit ici, non, c'est pas lui ça. Même chose en Angleterre, j'en avais déjà parlé. Lord Mandelson et dossiers Epstein ont ruiné la carrière d'un haut responsable politique britannique et menacent désormais le poste du premier ministre Starmer. Le conseiller personnel de Starmer a démissionné en plus de lui, là, Mandelson. On le voit ici avec Epstein à souffler des bougies sur un gâteau de fête. Il y a une haute fonctionnaire suédoise de l'ONU qui démissionne après les révélations de ses contacts avec Epstein, la présidente suédoise du Haut Commissionnaire pour les réfugiés. Démissionne, en tout cas, c'est la connexion réfugiés, là. Démissionne après la publication de documents révélant, maintenant récemment déclassifiés, révélant ses visites au défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. C'est elle ici, là, avec au commissariat aux réfugiés. Il y a évidemment Jack Lang, on en a parlé. Il y a aussi Larry Summers, l'ancien président de Harvard et conseiller ancien secrétaire au Trésor américain, Larry Summers. Trump l'avait pointé du doigt, qui a démissionné. Démission d'un diplomate norvégien de renom aussi, un autre diplomate norvégien de renom, dont je n'ai pas le nom ici, mais j'aurais dû avoir le nom, qui démissionne, et tout ça sur le fond d'une enquête sur des allégations concernant des corps enterrés près du ranch d'Epstein. Et donc, là, ce qui évidemment, vous voyez, donc il y a des démissions un petit peu partout. Ce qui est intéressant, c'est le message de grand réveil. Ça, c'est dans la presse. On n'aurait jamais pu lire ça il y a quelques années. L'affaire éclabousse l'élite mondiale. Il y a maintenant une élite mondiale, vous voyez? Une élite mondiale. L'affaire Epstein, valeur actuelle, l'affaire Epstein est la preuve que les élites sont plus souvent corrompues, accuse 60%, 61% des Français. Donc, les Français maintenant qui, en majorité, comprennent que les élites mondiales sont corrompues. Imaginez le chemin qu'on a parcouru, là. Et donc, et c'est pas juste ça, c'est qu'à partir de, c'est pas juste qu'il y a eu comme un grand réveil, c'est qu'à partir de maintenant, on peut commencer à argumenter, puis à utiliser tu sais, on peut faire référence à l'affaire Epstein. Quand on discute avec les gens, c'est maintenant rendu de notoriété publique, comme on dit, que les élites mondialistes sont corrompues, font dans les rituels, dans la pédophilie, etc., etc. C'est maintenant corrompu. Donc, ça, c'est Reuters. Allégations contenues dans les dossiers Epstein pourraient constituer des crimes contre l'humanité, selon des experts de l'ONU. Maintenant, c'est l'ONU, là, des crimes contre l'humanité. Donc, on a un réveil mondial. Et ici, vous avez dans l'article de Reuters, des millions de fichiers liés au défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein suggèrent l'existence d'une entreprise criminelle mondiale. C'est exactement ce qu'on dit, que les complotistes. Mais là, c'est l'ONU maintenant. C'est rendu à l'ONU. Imaginez, là, c'est comme le grand réveil. Imaginez à quel point Trump, c'est un mondialiste corrompu, là. Quand il disait en 2024 qu'il allait rendre public les dossiers Epstein, là, imaginez à quel point les mondialistes le contrôlent. Il produit un réveil incroyable du peuple sur les élites corrompues mondiales.
mais il est contrôlé par Jared Kushner. Vous connaissez, c'est un sioniste, ouais, je ne sais pas trop, corrompu, contrôlé, il est comme les autres, et puis c'est tout ce qu'on entend. Donc, l'existence d'une entreprise criminelle mondiale qui a commis des actes atteignant le seuil juridique de crime contre l'humanité selon un panel d'experts indépendants nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Et là, on dit les experts ont déclaré que les crimes décrits dans les documents avaient été commis dans un contexte de croyances suprémacistes, selon l'ONU, de croyances suprémacistes, de racisme et de corruption et de misogynie extrême. Finalement, l'ONU donne raison à Alain Soral, n'est-ce pas? Dans un contexte de croyances suprémacistes, racistes et de corruption et de misogynie à l'extrême. C'est la phrase fétiche, là, Soral avait raison, ça c'est l'ONU qui le dit. Je ne sais pas s'il a toujours raison, c'est pas la position de Radio-Québec, mais là c'est l'ONU qui semble valider son tweet controversé. Voilà. Donc c'est ça, mais encore une fois, ce qui est dommageable, c'est l'effet d'entraînement, l'effet boule de neige et les conséquences sur Charles. Maintenant, il y a... je ne me rappelle plus, Buzz Daily Beast, qui est un truc démocrate anti-républicain, qui titre maintenant « Pourquoi l'arrestation du prince Andrew dans l'affaire Epstein est le Watergate du roi Charles ?» Mais parce que ça va le tirer par le bas, comme je dis, Charles savait. Et le BuzzFeed, Daily Beast, pardon, c'est Daily Beast ou BuzzFeed, je ne me rappelle plus, les deux ont un logo différent. Là. J'aurais dû... peut-être Daily Beast. Ouais. Le fait est qu'en février 2022, le roi Charles a supervisé un paiement de 14 millions de dollars pour régler la plainte civile de Virginia Giuffre contre Andrew. C'est le roi Charles qui a supervisé le paiement de 14 millions de dollars à Virginia Giuffre. Ces dernières semaines, on a visiblement tenté d'imputer la responsabilité de cette décision à la reine Élisabeth II. Quand les dossiers n'étaient pas sortis, là, on n'avait pas besoin de justifier, mais là, depuis que c'est sorti, il faut dire « Oh, c'est la reine Élisabeth qui avait autorisé. » Non, c'est Charles, parce qu'Élisabeth était gâteuse à la fin, elle ne s'occupait de plus rien. Or, à ce moment-là, elle était gravement malade d'un cancer des os. Le pouvoir opérationnel avait depuis longtemps été transféré à Charles, et c'est lui qui dirigeait de facto Buckingham Palace. Ici. Le document relatif à l'affaire Epstein montre clairement qu'il a transmis par courriel à Epstein des informations confidentielles susceptibles d'influencer les marchés. Andrew, là, qui était responsable du commerce britannique, il donnait des informations privilégiées à Epstein sur ce qui s'en vient. Là, il va y avoir telle transaction. Demandez-vous pas pourquoi ils ont fait beaucoup d'argent. C'est du insider trading. Là. La vérité est que le roi Charles, qui est le véritable chef d'appareil royal depuis au moins 2019, a protégé pendant des années Andrew de toute responsabilité significative pour abus de pouvoir. Charles l'a protégé. Donc là, encore une fois, c'est l'effet boule de neige. Ça va rejaillir sur Charles. Et ça m'a fait penser à ce dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire tous les scandales de pédophilie en Angleterre. On essaye de faire d'Andrew le bouc émissaire de ce qui va mal au Royaume-Uni, mais ça fait longtemps, ça fait depuis des décennies, ça fait presque depuis 50 ans que ça va mal, parce qu'il y a un scandale de pédophilie qui traîne depuis les années 70, dont ici parle le Time Magazine, Angleterre, la terre de royauté, de thé et d'horribles dissimulations de pédophilie. Ça, c'est le Time Magazine. On nous dit, hein, dans le climat tendu, Tom Watson, député travailliste, déclare à la Chambre des communes en octobre 2012 que la police devait enquêter sur des renseignements clairs suggérant l'existence d'un puissant réseau pédophile lié au Parlement et au 10 Downing Street. Ça, c'est la Maison-Blanche en Angleterre. C'est comme le 24 Sussex au Canada. C'est la résidence du premier ministre. Liée à la résidence du premier ministre. Donc, ici, le magazine d'investigation Private Eye a suggéré que la Special Branch, la police de la sécurité nationale britannique, avait étouffé l'enquête sur Smith dans les années 70 afin d'éviter la chute du gouvernement de coalition libérale travailliste. Et donc, la police politique, la police de la sécurité nationale a couvert les histoires de pédophilie pour aider le gouvernement, parce que les révélations auraient pu provoquer la chute du gouvernement, parce qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Là, j'ai essayé de trouver des trucs qui je me rappelle avoir parlé de ces articles-là il y a des années, et quand j'essaie de retrouver les sources, ça m'indique
Oups, le site que vous essayez de rejoindre est temporairement unavailable, n'est pas disponible, etc. Ils ont effacé certaines des articles que j'utilisais dans les années 2019-2020 quand je parlais de tout ça. Et donc, je les ai retrouvés, j'ai retrouvé des parties, des bribes de ces articles-là ici. Donc, selon un membre de la famille royale fait l'objet d'une enquête pour implication présumée dans un réseau pédophile avant que celui-ci ne soit étouffé, selon un ancien policier. Le policier donc, a indiqué que l'enquête sur ce réseau aurait également impliqué un député, avait été abandonné pour des raisons de sécurité nationale. Hein, donc, pour des raisons de... Et donc, on utilise, voyez la complicité des services de renseignement, c'est pas juste les pédophiles, c'est ça qui est scandaleux, c'est pas juste les pédophiles, en Angleterre, c'est aussi la police, les juges, la police de la sécurité nationale qui protège les pédophiles. Et c'est pas juste qu'ils protègent les pédophiles, c'est qu'ils s'en servent. C'est ce que j'ai appelé dans le dernier webjournal du compromat. Hein? C'est du matériel compromettant. C'est comme ça que tu fais chanter les politiciens. C'est comme ça qu'ils votent pour des trucs pour lesquels ils ne devraient pas voter. C'est comme ça qu'ils s'abstiennent de voter sur des choses qu'ils devraient voter parce qu'ils sont compromis. C'est le mode opératoire naturel de la démocratie. C'est comme ça que tu veux opérer en démocratie. Tu veux comme des réseaux de l'ombre qui contrôlent les politiciens publics. Et c'est ça qui est en train de sortir au grand jour avec l'affaire Epstein. C'est ça le grand réveil. C'est plus juste des questions de pédophilie, de vice. C'est plus des questions de mœurs. Ce sont des questions politiques, des questions de compromission complète du système politique dans lequel on vit. On pense qu'on vote pour des politiciens, mais finalement, ils sont tenus, compromis. Soit on les achète par les pots de vin, ou ils sont tenus avec des histoires de mœurs, etc., etc., ou on leur promet de l'impunité pour certaines des choses qu'ils ont faites. On place des gens compromis au pouvoir qu'on peut faire chanter. Il y a maintenant plein de personnes qui disent ça. J'ai expliqué ça en 2019, en même temps que quand j'ai sorti toutes ces histoires-là de Pizzagate, Jeffrey Epstein, etc., je disais exactement ça en 2019, c'est-à-dire que peut-être pas partout, c'est une partie, on n'a pas besoin de contrôler 100% des gens. Il y a des personnes bien intentionnées là-dedans, mais il y a comme un jeu en coulisses, et c'est ça qui est en train de transparaître, c'est qu'il y a un jeu en coulisses. Nous autres, on pense... J'ai appelé ça aussi le voile. C'est le web journal que j'ai fait après le truc sur Marc Dutroux, là, sur les révélations de Dutroux. La pédocratie sataniste, c'est-à-dire le voile, c'est-à-dire on vous fait croire qu'il y a un monde stable et objectif, c'est-à-dire public, normal, alors que des choses horribles se passent en coulisses et qu'il y a un jeu de contrôle en coulisses. Et c'est ça qui est en train de sortir. Tout le monde commence à s'en rendre compte, là. Et ça met en cause la démocratie. Avant de continuer, je vais vous montrer le clip de Fabrice Epelboin qui explique exactement ça, qui explique les mots à une journaliste, à une cruche intégrale, qui comprend rien à la politique, comment on fait chanter les gens. C'est un mode d'opération de la démocratie, faire chanter les politiciens, que les réseaux de l'ombre font chanter les politiciens. C'est le mode opératoire normal de la démocratie aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressante là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, oui. Vraiment? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être... Et rappelez-vous Brigitte Noël, quand je lui expliquais exactement ça, on expliquait des trucs comme ça, elle me grillait sur QAnon. C'était exactement comme cette journaliste-là. Ils prennent des cruches qui comprennent rien à la politique et les mettent en avant. Et comme ça, de façon à ce que les gens ne se posent jamais de questions, que la représentation qu'ils ont en face d'eux ne soit jamais pertinente, ne pose jamais les questions, n'aille jamais au fond des choses. Et c'est des gens comme lui, Epelboin, et moi qui expliquons des trucs comme ça à la journaliste, on a l'air des complotistes, et elle est complètement innocente, comme Brigitte Noël l'était lorsqu'elle m'a interviewé. Zapper des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la commission Church aux États-Unis.
qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique, ou encore la fameuse affaire MKUltra. Enfin, ça a donné un énorme scandale qui a verrouillé, le Sénat américain a verrouillé en 1975 la possibilité de la CIA de faire des actions un peu déviantes. Le résultat, c'est qu'Henry Kissinger, qui était le grand Sherpa de la diplomatie américaine à l'époque, a réuni la France et les monarchies du Golfe pour continuer les actions de lutte contre les soviétiques et le communisme, notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça a donné ce qu'on a appelé Safari Club. Se sont joints à cette alliance entre les Saoudiens et les Français public, des intentions avec un partenaire d'affaires pour récupérer les avoirs de la Libye et avoir des commissions de l'ordre de $1 milliard là-dessus. Donc l'origine de sa fortune est plutôt liée à ça qu'à des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire. Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça et qui donnait des fêtes prestigieuses. Bon. Alors, effectivement, déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent, dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque. Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabli. C'est connu, c'est documenté, c'est comme ça qu'opère la démocratie en utilisant des jeunes filles, mineurs souvent pour corrompre des gens, les faire chanter, etc. C'est comme ça que fonctionnent les services de renseignement et tout et tout. C'est tout le monde obscur de des coulisses de la démocratie qui arrive au grand jour. Et là, rappelez-vous donc cette histoire aussi du dossier pédophile de Westminster. Pédophilie, ça c'est l'Express. Pédophilie à Westminster. La police enquête sur 3 meurtres d'enfants. Mais c'est pas juste 3 meurtres d'enfants, c'est des centaines d'enfants qui ont été abusés par des lords britanniques, là, de la Chambre des Lords, des députés, police, juges, etc. Témoignages de victimes ont fait attribuer à l'ancien réseau pédophile de politiciens et de personnalités britanniques sont pris au sérieux par la police. Royaume-Uni secoué par un scandale de pédophilie au sommet de l'État de 70 à 99, donc pendant 30 ans, un vaste réseau de pédophilie impliquant les membres de l'aristocratie et d'influents hommes politiques aurait opéré à Westminster, révélant vendredi le gouvernement la disparition de cette... Le rapport a disparu. J'en ai parlé à plusieurs reprises du dossier pédophile de Westminster. Vous pouvez aller consulter sur Wikipédia. Donc, le rapport avec les noms, etc., est donné au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur perd le rapport, dit « je l'ai donné à la police ». La police dit « non, on ne l'a jamais eu ». Finalement, c'est un scandale dans les années, au début des années 2000. Et puis là, il y a comme... en 2013, il a été révélé que 114 des documents concernant des allégations de maltraitance d'enfants manquaient. Le Parti travailliste ramène le dossier pédophile de Westminster sur la table, nomme un enquêteur pour déterminer les circonstances du dossier perdu. Il démissionne, puis après ça, le dossier est repris par une autre personne qui démissionne à son tour, qui est repris par une autre personne qui démissionne à son tour, et finalement, ça n'aboutit pas. Il y a eu comme genre 4 démissions successives avec ce dossier-là, et on n'est jamais allé au bout de cette histoire-là. Au Royaume-Uni, des accusations de pédophilie secouent Westminster, et ça n'a jamais débouché sur rien. Pourquoi ça n'a jamais débouché sur rien? Bien, c'est ce que j'expliquais. Il y a 2 web-journaux avec le Pizzagate, c'est-à-dire que les élites contrôlent la presse, les tribunaux, les politiciens, etc. Ils sont capables d'étouffer une affaire, comme le Pizzagate, c'est-à-dire... Et donc, la seule façon, encore une fois, ils ont été capables d'étouffer le Pizzagate, comme j'ai expliqué la dernière fois. Ils ont été capables d'étouffer complètement le dossier Westminster. Ils auraient été capables d'étouffer le dossier Epstein exactement comme ils ont étouffé le dossier Westminster. Et donc, ça prenait une stratégie différente pour faire sortir le dossier Epstein. Et celle qui a été privilégiée, c'est la stratégie des mains propres de Donald Trump de « Non, 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 n'en parlez pas, s'il vous plaît. » Tu sais, il déchire sa chemise. « Il n'y a rien à voir ici. » Genre... Et ça fonctionne. Et tu fais la révélation en plusieurs petites drops en produisant un effet boule de neige, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à un effet
boule de neige mondiale où les gens maintenant se questionnent sur les élites. Ça ne s'est pas passé avec Pizzagate, alors qu'il y avait de la documentation sérieuse, des courriels de John Podesta. Ça ne s'est pas passé avec le dossier pédophile de Westminster, alors qu'il y avait encore une fois toutes les preuves, des allégations, un dossier ça d'épais sur des membres du Parlement. C'était plus que... Juste en ce qui concerne les politiciens seulement, c'était 22 figures de haut rang suspectées d'implication dans des abus sexuels. 22! 3 étaient députés à l'époque, 3 étaient membres de la Chambre des Lords, et il y en avait 12 ou 13 anciens ministres au total, selon les sources. Hein? Des anciens ministres. Imagine comment tu peux contrôler un gouvernement si tu as une douzaine d'anciens ministres qui sont impliqués dans des affaires de pédophilie, de viol, de torture. Et c'est ça qui est allégué justement avec le prince Andrew. Il y a encore une fois Kirill Dmitriev qui a sorti, j'aurais dû l'avoir ici, un des courriels d'un jeune homme qui accuse le prince Andrew et Ghislaine Maxwell de l'avoir torturé, etc. Il dit ça, c'est du satanisme. Là. Kirill Dmitriev a dit ça. Évidemment, encore une fois, c'est des allégations. Il faut utiliser les mêmes critères que j'ai utilisés avec Trump pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été corroborées, sauf que dans le courriel qui a été publié par Kirill Dmitriev, où on accuse le prince Andrew de l'avoir torturé avec Ghislaine Maxwell, il y a des détails solides et crédibles, c'est-à-dire il y avait comme des traces, il peut donner des noms, des endroits, des trucs qu'il avait enterrés à des endroits, il y a eu comme un rapport médical, la victime ne s'est pas poussée, c'est pas comme Trump, là. Lorsque tu prends le téléphone, tu appelles la hotline du FBI, c'est comme Trump m'a violé dans les années 90, puis là, quand on essaie de te rappeler, il n'y a pas de service au numéro que vous allez composer. Et donc, ouais, là maintenant, on ne peut plus l'arrêter. Ouais, on ne peut plus l'arrêter parce que Trump a utilisé la bonne stratégie. Et maintenant, les gens se questionnent sur les pratiques de la démocratie, etc. On est arrivé là parce que c'est la bonne stratégie qui a été utilisée, pas la stratégie des Black Pill. Okay. Et pas juste ça, il y a évidemment la relation de Charles. On disait Charles est impliqué, Charles savait, etc. Charles lui-même est impliqué dans ces histoires-là, notamment à travers sa relation avec Jimmy Savile. Comment ça se fait qu'il n'a pas démissionné? Encore une fois, le président de Hyatt a démissionné. C'est qui le ministre de Robert Fico à la Sécurité nationale a démissionné parce qu'il a échangé des courriels avec Jeffrey Epstein. Mais Charles, qui avait une relation avec Jimmy Savile, est toujours roi. Jimmy Savile, qui est probablement le pire pédophile de l'histoire récente anglaise. Ce gars-là a violé, si vous tapez Jimmy Savile dans n'importe quelle intelligence artificielle pour vous donner un résumé de ce qu'il a fait, des choses vérifiables, c'est presque 500 victimes de pédophilie. Jimmy Savile, c'est le Jeffrey Epstein anglais. Il travaillait à la BBC, il y avait une émission pour enfants. C'était le très bon ami du roi Charles. C'était un conseiller spécial du roi Charles. Et il a même été fait lord, je pense, hein, lord. Je pense qu'il a été fait lord à un moment donné. On lui a retiré finalement sa distinction, mais il a été fait lord. Il était très près de Charles. Et il a violé des enfants aussi bas que 2 ans. Et il y a plusieurs victimes. Je pense qu'il y a une quinzaine de victimes. C'est des enfants qui avaient de 8 à 10 ans. Des abus sur des garçons de 8 à 10 ans, des petites filles, ça, c'est corroboré. Il y en a comme... sur les 500 témoignages, je pense qu'il y en a une centaine qui ont été corroborés par la police. Il a même violé des cadavres. Et ça, c'est encore une fois, c'est avéré. Nécrophilie, si vous tapez ça... Nécrophilie. Hein? Oui, Jimmy Savile a été accusé d'actes de nécrophilie. Il avait un accès illimité aux morgues des hôpitaux, notamment le Leeds General Infirmary Hospital, etc., etc., grâce à son amitié avec le thanatologiste anglais. Là. Donc, plusieurs témoins, les infirmières, personnel hospitalier, etc., ont rapporté qu'il avait confié avoir commis des actes sexuels sur des cadavres, position obscène pour les photos, actes oraux,
mocking about dans la morgue, etc., etc. Une infirmière de Broadmoor a déclaré qu'il avait raconté avoir pratiqué des actes sexuels sur des corps et pris des photos d'eux dans des positions lewd, obscènes. Il y a eu plusieurs rapports là-dessus, genre, le gars fourrait des cadavres, je veux dire, et c'était l'ami du prince Charles. Viol, etc., etc., etc. Et donc, les réseaux savaient. Il y a aussi ce diplomate français, la DGSI avait alerté la justice sur Fabrique Aidant, le diplomate sous influence de Jeffrey Epstein, service de renseignement intérieur. Là, c'est tant mieux pour la DGSI. La DGSI s'en sort les mains propres là-dedans. C'est le Quai d'Orsay, la diplomatie française qui est dans l'eau chaude. Le service de renseignement intérieur a adressé en 2020 un signalement au parquet de Paris qui mentionnait chez le diplomate une fascination pour les jeunes adolescentes, selon les informations Mediapart, blablabla. Mais c'est pas que ça, c'est qu'il a été pris par le FBI en 2013 à consulter des images pédopornographiques. Personne ne vous dira jamais rien sur cette histoire. Le cas de Fabrice Aidant, symbole de l'omerta du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, pour les Québécois, c'est la diplomatie française, comme le département d'État. 13 ans après, l'impunité dont semble avoir bénéficié Fabrice Aidant, visé par une enquête américaine pour consultation d'images pédopornographiques, interroge. Une enquête administrative a été ouverte contre le diplomate. Le FBI avait alerté les services de renseignement français. Ça, c'est sorti aujourd'hui, ça, ce matin. Les services de renseignement français, pas les services de renseignement français et le Quai d'Orsay, la diplomatie, pour les avertir qu'ils avaient un pédophile et rien n'a été fait. Hein? Pendant ce temps-là, et regardez tout ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'on a vécu durant toutes ces années? On nous a plutôt dit que c'était les catholiques qui étaient des pédophiles. Hein? On a braqué tous les projecteurs sur l'Église catholique qui a fort probablement été infiltrée. Hein? Comme quand tu violes des petits garçons, tu n'es pas un chrétien. Tu n'as clairement pas donné ta vie au Christ. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça. Là. Donc, c'est littéralement le scandale de la pédophilie dans le catholicisme, dans les églises catholiques, dans les pensionnats, etc. C'est clairement, regardez ici pendant que je fais quelque chose là. Vous voyez, on détourne l'attention. C'était comme mondial. C'était tous les services de renseignement. Tout le monde s'en donnait à cœur joie. Puis on disait, regardez les catholiques. On pointait du doigt les catholiques. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce qui est en train d'émerger justement, c'est le côté obscur de la démocratie, le mode d'opération naturel, et ça nous donne des arguments pour nos discussions, puisque maintenant c'est dans la sphère publique, c'est plus une affaire d'Internet, n'est-ce pas? Voilà. On va y aller maintenant avec cette histoire de Alex. Alex, je ne me rappelle plus son nom, là, Alex avec un E. C'est quoi son nom? On va y aller comme ça ici. Je peux pas juste... Aïe, aïe, aïe. Je veux pas oublier le nom, je me rappelle juste d'Alex, parce que c'est mon nom. Alex Frédéric Mignot. Alex Frédéric Mignot, une histoire qui a fait le tour du monde. On a vu ça aux États-Unis, à Newsmax, ils en ont parlé, Real American News, sur RT, la télévision russe, ils en ont parlé aussi. C'est quelqu'un qui se présente comme non-binaire. Je pense que c'est une fille qui a transitionné en gars, là, un Yel, qui est allé sur le site d'un salon de coiffure et qui s'est rendu compte qu'il y avait juste coupe homme ou coupe femme, pour les cheveux, coupe homme ou coupe femme. Et là, ça lui a causé tellement de détresse. Là, comme il a été en arrêt de travail, il a été en choc post-traumatique, là, comme s'il avait sauté sur une bombe en Afghanistan. Et puis, il a finalement décidé de poursuivre le salon de coiffure. Évidemment, il n'en était pas à sa première poursuite. C'est ça qu'il fait dans ses temps libres. Si tu regardes le nombre de poursuites lui... Quand il n'y a rien à faire, il ne lit pas un livre, il ne joue pas un jeu vidéo, il fait des poursuites. C'est ça son truc. Et un long historique de poursuites. Et il a poursuivi le salon de coiffure devant la Commission des droits de la personne. Et la juge Sophie Lapierre lui a donné gain de cause et lui a imaginé là, à quel point il faut être retardé puis avoir pas de jugement pour donner gain de cause à un truc aussi
sans fondement que ça. J'ai été une victime à cause qu'il n'y avait pas de couple non-binaire. Imaginez comment ça fonctionne dans la tête de cette juge-là. Et là, les gens commencent à se questionner. Au Québec, j'ai vu beaucoup de personnes se questionner sur le jugement des juges. Et ça fait longtemps qu'on en parle, ça aussi, à Radio-Québec, le jugement des juges, là. Et donc, finalement, il a obtenu, c'est ça, il a obtenu cette semaine gain de cause. C'est un 500 $ symbolique. Et le salon de coiffure ne sait pas s'il va porter la cause en appel. Mais ça a fait beaucoup jaser. Et je voulais juste aborder justement cette thématique-là. Je vous montre un peu à quoi ça a ressemblé aux États-Unis. But speaking of people that are mentally challenged, this guy in Canada was able to sue because the barber on their website. My name is Alex Frederick Mignot. My pronouns are they, them. Alex Frederick Mignot says they are satisfied with a ruling by Quebec's Human Rights Tribunal. Mignot complained that a salon's online booking system was discriminatory. C'est pour montrer que ça a fait le tour du monde. Là. Tout le monde en a parlé ici au Québec. Et donc, ça nous amène à la théorie du genre, cette idée que on est sur un spectre, que le genre n'a pas de fondement biologique. Et ça repose sur un mensonge. Et il faut que ce soit combattu, ça. Il faut que ce soit combattu. Parce qu'il y a des implications légales, comme je le disais en début de Web Journal, ça se retrouve dans nos écoles. On sabote le développement, surtout des garçons avec ça. Hein, on s'attaque aux stéréotypes de genre. On utilise des formulations non genrées. Au lieu de développer les garçons comme des garçons et développer les filles comme des filles, on essaie d'avoir un langage non genré. Et ça a des conséquences dans tout, pas juste des activités non genrées aussi. On est en train de dégenrifier toute la société. Et là, cette semaine aussi, il y avait cette journaliste française qui s'appelle Marie Portolano qui disait exactement ça. Qui disait « J'essaie de dégenrer ma fille et mon garçon, mais je ne suis pas capable. » C'est-à-dire que la société est tellement forte que je suis moi-même endoctriné, mais je ne suis pas capable de dégenrer mes enfants. Écoutez, et là, on va utiliser ça pour rebondir. Écoutez ça. À quel point, comme s'il n'y avait aucun fondement biologique. C'est ça, et c'est le truc de trouble dans le genre, c'est justement que elle affirme, Judith Butler là-dedans, qu'il n'y a pas de fondement biologique à la distinction homme-femme, que c'est une distinction purement linguistique, qu'elle a une fonction, que cette distinction a une fonction politique d'oppression, etc., etc. C'est un langage, que c'est une construction culturelle, une construction sociale visant l'oppression qui n'a pas de fondement dans la réalité. Et je vais juste contester ça un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle on va faire un féminisme 101 à quelque part cette semaine. On va revenir au fondement biologique de la distinction homme-femme. Donc ici, Marie Portolano qui disjoncte complètement. Imaginez, ils sont des millions à être endoctrinés comme ça. Ne demandez-vous pas pourquoi ça va mal, la société occidentale. Ils sont des millions à être... Et ça, c'est maintenant. Des personnes comme elle, c'est maintenant. Là, il y a toute la génération qui sont présentement endoctrinées dans les écoles qui va arriver sur le marché du travail, dans des positions d'influence, etc. On a une vague d'endoctrinés dégénérés qui vont nous gérer, finalement. Écoutez écoutez Marie Portolano, journaliste sportive, nous expliquer qu'elle n'est pas capable de dégenrer ses enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Ouais. Je n'arrive pas à dégenrer ma fille. Je n'y arrive pas, alors que pourtant, j'essaie de le faire. Je dis à ma fille qu'elle est gentille, qu'elle est douce, qu'elle est mignonne. Je dis à mes garçons, ah là là, vous êtes énergiques, etc. Et je n'arrive pas à ne pas le faire. Donc, sachant que j'ai participé à cette émission, c'est quand même un comble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre société. C'est pas de l'acquis de l'éducation ? Non, je pense que c'est ancré. C'est tellement la société qui nous a conditionnés à penser qu'une fille doit être comme ceci et qu'un garçon est comme ceci. Elle est complètement folle, OK? Et il faut combattre ça. Il y a plusieurs livres qui parlent de ça, enquête sur la théorie du genre, comment les idéologues règnent encore sur l'école et de nos enfants, la théorie du genre contre le genre humain, etc. Et
Sophie Lapierre, qui a jugé le cas de Alex, est probablement là-dedans aussi. Ça sonne bien, hein? On va lutter contre les stéréotypes de genre, mais malheureusement, c'est que la plupart des stéréotypes de genre sont fondés dans le réel. La raison pour laquelle sa fille est comme elle est douce, elle est gentille, c'est à cause notamment des hormones, certains trucs comportementaux liés au sexe féminin biologiquement. Et la raison pour laquelle ces garçons sont énergiques, des fois agressifs, etc., c'est aussi lié à la biologie. C'est comme... il y a des dizaines d'études qui le montrent et je comprends. Le salon de coiffure là, aurait dû attaquer la prémisse même de cette idée de théorie du genre, que c'est ce que ces personnes-là font. Quand les personnes se disent là, qu'ils sont non-genrés, c'est littéralement de l'autosuggestion, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de l'autosuggestion. C'est comme quand tu dis « je suis », comme quand certaines personnes sont persuadées d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Le cerveau humain fonctionne comme ça des fois. Mais ça n'a pas de fondement dans la réalité. Même s'il y avait un fondement, même si comme sur, par exemple, un cas sur 10 000, il y avait un fondement biologique, il y avait comme c'est possible qu'il y ait des séquences neuronales ou qu'il y ait quelque chose qui fonctionne différemment dans le cerveau, que génétiquement, il y a eu une dérégulation ou quelque chose comme ça qui font en sorte que tu te sens, il y a un problème d'identification de genre. Généralement, ça se règle avec l'âge. Mais tu ne changes pas toute la société pour un cas sur 10 000. Tu n'établis pas une jurisprudence pour un cas sur 10 000. 99% des cas, c'est des phénomènes de mimétisme social. À partir du moment où toute la société, les magazines, la télévision, l'école, etc., te met une idée dans la tête, ben, tu vas commencer à l'adopter. Hein, tu vas commencer à... C'est du mimétisme social. Il y a comme tous ces livres qu'on trouve... même jusque dans la petite école, les films, le divertissement, Netflix, vous comprenez, c'est un phénomène de mimétisme social. Et il y a comme, par exemple, vous voyez, je vais revenir à ça tout à l'heure, c'est de l'autosuggestion essentiellement. C'est-à-dire que peut-être que Alex croit vraiment être, je pense que c'est une fille qui a transitionné, là, être un garçon, mais il y a la possibilité que ce soit un réel phénomène d'autosuggestion, que ce soit pas genre un cas sur 10 000, là, et la société encourage ça. Mais je vais y aller plutôt avec les études comme ça, notamment des études qui montrent, parce que le rôle des hormones est jamais pris en compte par les défenseurs de la théorie du genre, là, c'est comme la FTQ, là, la CSQ, là, Centrale des syndicats du Québec, persévérer dans l'égalité, ou la Commission européenne ici, lutter contre les stéréotypes de genre, font comme si les stéréotypes c'était comme du préjugé qui n'a pas de fondement. Or, c'est faux, il y a comme un réel fondement aux différences de genre. On va y aller ici juste avec le statut social. Les études sur la quête de statut social qui est liée à la testostérone. Ça, c'est juste sur la testostérone. Hein? La testostérone provoque chez les hommes des comportements à la fois prosociaux et antisociaux visant à améliorer leur statut social. La testostérone va créer des comportements chez l'homme. La testostérone, pas l'estrogène. La testostérone va induire des comportements des fois pro, des fois antisocial, mais qui, dans les deux cas, visent à augmenter le statut social, monter dans la hiérarchie. Pourquoi les hommes veulent monter dans la hiérarchie? Entre autres, là, sont agressifs, sont compétitifs, ils déploient beaucoup d'énergie pour monter dans la hiérarchie sociale. C'est parce que le fait d'être haut dans la hiérarchie sociale est corrélé. Il y a une corrélation entre le haut statut social et les potentialités d'accouplement pour les hommes. Donc, la nature a donné aux hommes, genre, la testostérone, c'est ça, c'est que les hommes veulent monter dans la hiérarchie sociale parce que plus tu es haut dans la hiérarchie sociale, meilleures sont tes chances de t'accoupler. Parce que les filles cherchent, c'est démontré abondamment, des hommes qui sont hauts dans la structure sociale, préfèrent des hommes qui ont du succès, qui sont plus élevés dans la hiérarchie sociale. Chez les hommes, c'est pas ça qui est un déterminant pour l'attirance vers les femmes. Le fait qu'une femme soit premier ministre, là, ça fait rien pour un homme.
Ça fait rien. Le fait qu'une femme soit riche, ça fait comme rien pour 99% des hommes. Les hommes vont pas chercher les mêmes choses que les filles. Les filles vont chercher les ressources et le statut social. Les hommes vont chercher d'autres choses. Il y a des raisons pour ça. Parce que si tu prends un homme qui a des ressources et qui est haut dans la hiérarchie sociale, tu as des meilleures chances de protéger ton enfant, de pouvoir... il y a des stratégies comme ça. On ira plus loin, peut-être dans Féminisme 102, etc. Mais il y a des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent des hommes avec des ressources et haut dans la hiérarchie sociale. Et aussi des raisons pour lesquelles les hommes préfèrent des femmes, je ne sais pas, comme avec certains attributs. On ira plus loin. Je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes. Mettez-moi pas des mots dans la bouche. Et donc, regardons ça ici, donc comme je le disais, OK? On va y aller juste comme, on va défaire complètement ce truc. Après ça, je vais aller chez Judith Butler, puis on va voir qu'est-ce qu'elle dit dans son livre, qui est la Bible de la théorie du genre, Trouble dans le genre. C'est elle qui a parti ça. Elle a reçu une bourse de la Fondation Rockefeller pour écrire cette merde qui n'a aucun fondement scientifique ou même logique. Et on va détruire ça comme ça. Donc, nous avons constaté que les participants traités à la testostérone étaient plus enclins à punir l'auteur de la proposition, que les taux de testostérone plus élevés étaient spécifiquement associés à une augmentation des sanctions infligées aux auteurs de propositions inéquitables. Ce qui indique que la testostérone potentialise effectivement les réponses agressives à la provocation. De plus, lorsque les participants sous testostérone recevaient les offres importantes, ils étaient plus susceptibles de récompenser l'auteur de la proposition et choisissaient également des récompenses d'une plus grande ampleur. C'est tout ça pour maximiser le statut social. Cette générosité accrue en l'absence de provocation indique que la testostérone peut également induire des comportements prosociaux appropriés à l'amélioration du statut social. La testostérone va faire en sorte que l'homme va, plus tu as un haut niveau de testostérone, plus tu vas essayer de maximiser ton statut social. Mais ça, c'est pas présent chez les femmes. Il y a 17 fois moins ou 20 fois moins de testostérone chez les femmes. La testostérone exogène augmente l'effet d'audience chez les hommes en bonne santé. Preuve en faveur de l'hypothèse du statut social. Ça, c'est une étude chinoise. La testostérone exogène augmente la motivation à rechercher un statut social élevé chez les hommes ayant un statut social bas et instable. Ça ici, c'est des genres d'études, genre ils prennent des hommes avec un statut social bas, tu sais, ce qu'on appelle des sigma ou des delta, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là. Pas des alphas, là. Les alphas, c'est des fascistes, on le sait, là. Et puis, donc, on prend des hommes qui ne sont pas considérés comme ayant un statut social élevé, et puis là, on leur injecte de la testostérone, puis d'un coup, ils sont comme modifiés à améliorer leur statut social, puis à monter dans la hiérarchie, là, tu sais. Et c'est pas juste une étude, c'est plein d'études qui montrent ça, notamment ici, la compétitivité. Ça ici, c'est des femmes. On a donné de la testostérone aux femmes et ils ont commencé à se comporter comme des hommes en essayant d'augmenter la compétitivité. Donc, consistent with the hypothesis that testosterone has context person dependent, testosterone increase competitiveness decision after victory, only amongst high dominant individuals. OK? Donc, a decreased competitiveness decision after defeat across all participants. Donc, ils ont injecté de la testostérone aux femmes et ils se sont rendus compte que les femmes avec qui étaient déjà dominantes, après avoir reçu de la testostérone, prenaient des décisions qui augmentaient leur compétitivité après une victoire. Mais c'est ça, le truc ici qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres études, c'est que la testostérone est dépendante du contexte, c'est-à-dire, on va voir ça avec ce qui s'en vient sur l'agression, là. C'est-à-dire que la testostérone, c'est pas plus tu en as, plus tu vas adopter certains comportements. Il y a des modulateurs sociaux, des modulateurs aussi qui sont liés à la personnalité. Par exemple, même si tu as beaucoup de testostérone, si tu es en face par exemple, tu es un homme de moyenne stature, puis tu es en face d'un gros mâle dominant, agressif, la testostérone ne va rien faire. Tu vas pas avoir plus d'agression parce que tu as plus de testostérone. Le social va conditionner ta testostérone, c'est-à-dire que tu vas te calmer. Après une défaite aussi, par exemple, même si tu as beaucoup de testostérone, après une défaite, il y a une espèce de
tu prends des décisions, même si tu as beaucoup de testostérone, des décisions qui sont comme beaucoup plus conservatrices. Et donc, la testostérone est modulée par l'environnement. C'est ça que je voulais dire et c'est ce que ça montre ici. Mais ça montre quand même que quand tu injectes de la testostérone aux femmes, les femmes qui ont des victoires puis qui ont un haut statut prennent des décisions qui renforcent leur compétitivité. Même chose ici. Sur cette étude, l'effet causal de la testostérone sur le comportement compétitif des hommes est modulé par le cortisol basal, des indices relatifs au statut de l'adversaire. Donc, c'est ça. Et les indices relatifs au statut de l'adversaire. Argument en faveur d'une hypothèse hormonale double dépendante du contexte. Donc, il y a la testostérone, oui, tente à augmenter la compétitivité chez ceux qui en ont beaucoup, mais ça dépend du contexte. Encore une fois, si, comme je viens d'expliquer, si tu te retrouves devant le gros boxeur, devant Mike Tyson, si moi je me retrouve devant Mike Tyson, là, ça va être comme genre, je vais être moins compétitif, là, tu comprends? Je vais pas... Mais il y a quand même une corrélation entre la testostérone et la compétitivité. Okay? Il y a une corrélation entre la testostérone et la recherche du statut social. Même s'il y a des variantes là, avec l'environnement, etc., il y a quand même des invariants. La testostérone, c'est l'invariant. Okay? Au niveau de l'énergie aussi, une étude menée auprès des hommes présentant un faible taux de testostérone afin de mesurer les effets d'une solution de testostérone sur le niveau de testostérone, la libido et l'énergie montrent que, en fait, la testostérone augmente le niveau d'énergie. Même chose ici, un traitement hormonal substitutif à long terme à base de testostérone réduit la fatigue chez les hommes atteints d'hypogonadisme. Donc, ça réduit la fatigue, ça augmente l'énergie, ça augmente l'agression aussi. Ne pas abandonner, la testostérone favorise la persévérance face à un adversaire plus fort. Celle-ci, elle est intéressante, celle-là. BioRx. Des études comportementales et d'auto-évaluation récentes ont démontré que la testostérone pubertaire est liée à une augmentation des comportements à risque et impulsifs. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'hommes criminels, qu'il y a beaucoup plus d'hommes en prison que de femmes, etc., que c'est lié à la testostérone, les comportements à risque et impulsifs sont liés à la testostérone, okay? Surtout chez les jeunes. Cependant, des mécanismes sous-jacents restent mal compris. Les taux élevés de testostérone étaient associés à une plus grande propension à choisir l'option la plus simple et la plus rapide. De plus, nos résultats montrent que la testostérone module spécifiquement la voie stratiale dorsale. Ces résultats apportent un éclairage nouveau sur notre compréhension des comportements impulsifs et à risque chez les adolescents et sur la manière dont les hormones pubertaires sont liées au processus. Donc, tu sais, les jeunes qui font des conneries, là, il y a combien de ces vidéos-là de jeunes qui se lancent tu sais, comme à partir de toits, qui tombent dans la piscine ou tu sais, qui rentrent dans des canons, puis qui se catapultent ou qui font des folies comme ça, bien, ça, c'est la testostérone qui fait ça. C'est pour ça aussi que les hommes ont une espérance de vie plus courte que les femmes. Des études antérieures ici, le niveau d'androgène, dont la testostérone, c'est le principal androgène, la colère et l'impulsivité comme prédicteur de l'agression physique, verbale et indirecte chez les garçons et les filles. Je parle tellement mal aujourd'hui, je parle trop vite. Les études antérieures indiquent que les taux d'androgène et certaines caractéristiques psychologiques telles que la colère et l'impulsivité sont liées au développement et au maintien de l'agressivité, donc les androgènes, la testostérone, etc. Un modèle linéaire général a révélé que le sexe était le meilleur prédicteur des mesures d'agressivité. Oui, le sexe, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est les hormones. Les garçons obtenant des scores plus élevés que les filles en matière d'agressivité physique, verbale et indirecte. Après le sexe, la testostérone s'est avérée être le meilleur prédicteur positif des 3 types de comportements agressifs étudiés. Donc, agression physique, verbale et indirecte. OK? Et donc, les stéréotypes de genre sont basés sur la biologie, bande de crétins. Tu sais, ceux qui nous imposent le truc du genre, là. Il est possible qu'à l'âge de 9 ans, que dès l'âge de 9 ans, la testostérone tente à accroître l'agression, tandis que l'androsténédione, qui est plus présent chez les filles, tente à modérer et limiter les effets de la colère sur l'agression, etc., etc. Enfin, celle-là ici. Testostérone et comportement agressif chez l'homme, déterminé par la testostérone. Donc, les traces ataviques du comportement agressif prédominant dans le règne animal et déterminé par la testostérone demeurent atténuées chez l'homme et réprimées par des inhibitions familiales et sociales. C'est-à-dire, c'est ça, si la testostérone, le développement de la testostérone peut être inhibé chez l'humain, par exemple, si tu as un père ou une mère castratrice. Tu sais, c'est toujours... Ou l'école est castratrice.
la testostérone. Et c'est ça qu'on voit partout, c'est que l'école est castratrice. Hein, et donc, familiale et sociale. Cependant, elle se manifeste encore sous diverses formes et intensités, pensée, colère, agressivité verbale, compétition, comportement de dominance, violence physique. La testostérone joue un rôle important dans le déclenchement de ces manifestations comportementales au niveau de centres cérébraux impliqués dans l'agression et le développement de systèmes musculaires qui leur permet... La testostérone active les zones sous-corticales du cerveau pour produire de l'agressivité, tandis que le cortisol et la sérotonine agissent de manière antagoniste. OK? Donc, après ça, quand on dit, genre, tu sais, la raison pour laquelle, c'est ça, je l'ai expliqué dans le dernier web journal, c'est-à-dire, par exemple, en politique, les hommes sont beaucoup plus agressifs, sont beaucoup plus enclins à utiliser toutes sortes de stratagèmes, à clasher jusqu'à la mort pour monter dans la hiérarchie sociale. Alors que les femmes sont beaucoup plus sur le consensus, puis souvent vont comme être repoussées par le niveau d'agressivité qu'on trouve en politique, les coups bas, les coups de couteau dans le dos, les crocs en jambes, la compétition féroce. Et donc, et pour beaucoup, la solution, c'est de détruire ces différences-là. C'est-à-dire... détruire la testostérone en castrant les garçons, détruire la compétitivité, mais finalement, c'est la société qui y perd, tu sais. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. On est à 1h08. Il y a un fondement biologique à tout ça, alors que Judith Butler nous dit, elle argumente contre la nature biologique de la femme. Il n'y a aucun fondement dans ce livre-là. Là. J'ai lu ça il y a 10 ans. Là. Il n'y a aucun fondement, il n'y a aucun argument sourcé, vérifiable dans ce livre-là. Elle argumente donc contre la nature biologique de la femme. Le sexe est politique, la distinction sexuelle est linguistique, politique et culturelle. Il n'y a pas de fondement biologique, là. Il n'y a pas de fondement biologique. Elle utilise aucun... la distinction sexuelle n'est pas biologique, mais découle d'un besoin de justification de l'oppression d'un groupe par un autre. Donc, il y a juste la culture pour elle. Il n'y a rien qui... c'est pas que la culture découle de la biologie, elle rejette ça. Elle rejette de dire que, comme l'autre folle ici qui dit « Mes garçons sont énergiques, je ne suis pas capable de les dégenrer. » Ben oui, connasse, c'est leur biologie qui fait ça. Tu luttes avec des paroles contre leur biologie, contre leur ADN, contre leur être, contre leurs hormones. Tu sais, c'est comme quand une femme a son syndrome prémenstruel, là, c'est difficile d'aller contre. Et donc, et surtout, elle argumente sans jamais fournir de cas spécifiques, d'études, ni même d'exemples pour soutenir ses affirmations. Pour soutenir ses affirmations. Je parle tellement mal aujourd'hui. Il y a, dans tout ce livre-là, c'est comment je pourrais dire, elle est en roue libre. Il y a, c'est des concepts qui tournent à vide. Il n'y a jamais un seul cas spécifique dans le livre où est-ce qu'elle dit, genre, par exemple, pour qu'on puisse savoir de quoi elle parle. Ou aucun cas, il n'y a aucune étude ni d'exemple. Il n'y a jamais de, par exemple, ou genre, dans tel cas, c'est comme ça, mais dans d'autres, c'est juste de la propagande. Ça touche, c'est des concepts qui tournent à vide. C'est littéralement de la propagande, ce qui nous fait questionner sur la pertinence c'est de la littérature, essentiellement de la littérature et de la propagande. C'est pourtant le Graal qui est utilisé dans les études du genre, les études féministes et les études du genre qui pourrissent finalement la vie sociale en Occident. Département de Gender Studies, elle est considérée comme une grande prêtresse. Finalement, il n'y a rien dans son livre qui... Son livre est réfuté seulement par la biologie, mais elle utilise, évidemment, elle va éviter les arguments de biologie. Et son livre, finalement, participe de ce que j'ai expliqué dans la testostérone, c'est-à-dire que des événements, le social peut conditionner le biologique. En tapant sur les hommes comme ça, là, comme le fait Elisabeth Lemay, etc., on crée une castration culturelle.
Et la castration culturelle peut affecter la testostérone. Et c'est pour ça, finalement, qu'on se retrouve avec une crise des garçons, parce que la société, dans son ensemble, a décidé de castrer les garçons. De l'école jusqu'au divertissement, jusque dans les sports. Maintenant, il ne faut pas trop compétitionner. Et puis, les féministes, les lesbiennes radicales qui contrôlent tout le discours sur le genre, etc., parce que les hommes s'en fichent un peu. Hein. Et on ne devrait pas s'en ficher parce que ça nous affecte. Mais elles ont décidé par la culture, par le langage, de niveler les hommes, empêcher la compétitivité. Étant donné qu'elles sont elles-mêmes en compétition avec les hommes, elles ne veulent pas que les hommes soient compétitifs, elles ne veulent donc pas de testostérone et on commence dès l'école. Dans le divertissement aussi, c'est très difficile de trouver un film où le père n'est pas un meurtrier, un repris de justice, quelqu'un qui arrive toujours en retard au spectacle de ses enfants, etc., etc. C'est endémique dans la culture parce que l'objectif, c'est de donner une représentation. Tu sais, on n'est plus du tout dans le chevalier où les hommes ont pu... On n'est plus du tout dans Luke Skywalker, tu sais, le héros masculin, où on est passé ça, on est dans la destruction des archétypes pour les hommes, la castration dès l'école, etc., etc. Parce que c'est la seule façon que ces lesbiennes-là ont trouvé pour compétitionner contre l'avantage comparatif des hommes en termes de compétition, d'agressivité et de recherche de statut social. Qui fait en sorte que les hommes sont, généralement, ont tendance à se retrouver en haut de la pyramide sociale. Tout ça pour dire que le trouble dans le genre, c'est enseigné dans les départements de sciences sociales, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a rien de science. Les sciences sociales, c'est déjà ce qu'on appelle des sciences molles, mais elles avaient, à une certaine époque, à la fin du 18e siècle, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des lettres de noblesse. Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, avait dit non, les sciences sociales sont comme les sciences pures, hein, comme la chimie, la physique, etc. C'est-à-dire qu'il y a des régularités, on peut trouver des régularités et tirer des conclusions. Et donc, son premier livre, d'ailleurs, à Émile Durkheim, c'est un Français, le créateur de la sociologie, c'était sur la corrélation entre les crises économiques et le taux de suicide. Il a montré que quand ça allait très mal économiquement pour un pays, le taux de suicide augmentait. Et donc, il y avait une corrélation entre les conditions sociales et l'économie des choses, c'est-à-dire que c'était vérifiable et on pouvait en tirer des leçons, des régularités, etc. Ça, c'était les sciences sociales quand c'est commencé. Maintenant, c'est rendu ça, les sciences sociales, et c'est pour ça que ça va mal à l'université, c'est rendu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire c'est de la propagande qui ne touche, encore une fois, qui n'a aucun argument de fond, qui ne donne aucun exemple, et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans ce livre-là que j'ai aussi à la maison, Feminists Theorize the Political. Judith Butler dit « Notre objectif, ce n'est pas la vérité, notre objectif, c'est le pouvoir ». Dans le chapitre elle écrit un chapitre avec une autre fille, là, il faudrait que je le retrouve, je l'ai ici. Elle dit textuellement, elle dit « Notre objectif, c'est pas la vérité, c'est le pouvoir ». Et donc, c'est pour ça qu'elle ne va jamais donner d'exemple ou de cas spécifiques parce qu'on pourrait l'objecter. Et donc, tu ne peux pas objecter ça. C'est pas réfutable parce que ça tourne à vide, cette histoire de théorie du genre. En tout cas. Et donc, c'est ça. Cette semaine, je vais faire, on est rendu à 1h14, je vais probablement faire un féminisme 101 en utilisant ces deux livres-là sur les déterminants biologiques, entre les distinctions biologiques entre les hommes et les femmes. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment dans celui-là ici, on utilise souvent des données prénatales, c'est-à-dire c'est avant la culture. C'est-à-dire qu'il y a une réelle différence entre les hommes et les femmes avant même d'entrer dans le langage. Avec l'exposition in utero, dans l'utérus, là, à, par exemple, la testostérone ou de l'estrogène, etc., etc. Et vous voyez, par exemple, si on donne des graphiques comme ça ici, le cerveau masculin est généralement plus apte à la systématisation, alors que le cerveau féminin, c'est des courbes qui s'entrelacent, c'est-à-dire c'est pas tous les hommes qui sont... Les hommes, il y a des femmes qui sont meilleures à systématiser que les hommes et des hommes qui ont plus d'empathie que les femmes, mais généralement, les femmes ont une meilleure empathie que les hommes, le cerveau féminin a une meilleure empathie que les hommes et les hommes ont une meilleure capacité de systémisation. Et donc, ça, c'est des trucs
qui repose sur des études dont on va parler cette semaine. Voilà, ici, ça c'est le texte de Mathieu Bock-Côté qui résume rapidement, c'est en 2024, il y a 2 ans à peu près, « Sacrifice de nos garçons et le déni des néo-féministes ». Donc, ici, donc, les garçons décrochent de l'école, ils sont de moins en moins présents à l'université, ce qui veut dire qu'à moyen terme, ils seront déclassés économiquement, socialement et culturellement. Mais certains ont cru que l'égalité se payait au prix de la dévalorisation de l'homme, parce que c'est ça qui se passe, là, présenté comme le résidu d'un temps révolu, le déchet préhistorique de l'humanité, désindustrialisation, déstabilisant les métiers masculins, traditionnels, etc. Donc, ce qui a vraiment c'est mal écrit, par exemple, c'est la faute est dans le texte. Là. La situation s'est radicalisée ces dernières années. Il parle des publicités des années 2000 où les hommes sont sont toujours des imbéciles. Dans les publicités, là, c'est toujours la femme qui connaît les produits, puis l'homme est comme, tu sais, est en arrière, c'est pas trop, il fait des gaffes. C'est partout dans la culture, la dévalorisation de l'homme. Et on n'en parle jamais. Donc, le programme est connu. L'homme, pour se rééduquer, devrait se déconstruire. Tu sais, combien de fois on a entendu ça? L'homme doit se déconstruire. Il doit se déconstruire. La masculinité doit être déconstruite. De quoi tu parles, connasse? Hein? Donc, il devrait renoncer à sa fonction protectrice, renoncer à l'esprit de compétition, renoncer aussi à la tentative d'accomplir de grands exploits. Tous des trucs qui sont induits par la testostérone. Tu sais, la volonté d'accomplir des grands exploits, ce que je l'ai expliqué, c'est-à-dire que 100 hommes vont essayer, 90 vont mourir, puis il y en a 10 qui vont rester, puis qui vont avoir fait le tour du monde ou accompli des grands exploits, puis c'est la testostérone qui permet ça. Mais là, on ne fait plus ça. Fait c'est ça, c'est ce que j'appelle la castration des hommes. Ils continuent, etc., etc. Et donc, considération, et c'est ça, tout ça maintenant, des considérations légales. Là, maintenant, on juge en fonction de ça. Mais ça nous a amené aussi à cette sortie du réel avec la théorie du genre, parce que la théorie du genre, c'est une sortie du réel. Et il y a un lien avec, je l'ai déjà expliqué ça, on l'expliquera peut-être dans Féminisme 103, whatever, un lien avec le parricide, parce que le père est censé représenter le réel, c'est-à-dire la réalité, l'insertion de la réalité entre l'enfant et la mère. Je ne veux pas rentrer là-dedans, j'en ferai un spécial. C'est le principe de réalité, c'est le non. Le père, c'est le non autoritaire qui représente le principe de réalité. On a tué le père et maintenant, de sorte que les pères maintenant sont tous mous et ce qui fait en sorte que on voit de plus en plus ça, des personnes qui sont incapables de prendre un non ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, se mettent à crier ou perdre les pédales ou font des, comme lui, là, comme Alex, font des crises d'apoplexie là, parce que genre, il n'y a pas non-binaire sur le formulaire, il doit arrêter le travail, etc. C'est parce qu'il n'y a jamais eu, si ça lui cause la souffrance, c'est parce qu'il n'y a jamais eu un retour du réel. Ce gars-là n'a jamais été confronté au réel parce qu'il y a probablement, il ou elle, jamais eu un père solide qui l'attelait à la réalité. Et c'est le parricide nous amène à, finalement, comme je le dis, une sortie de la réalité. Et ce qui prime maintenant, c'est comment tu te sens. Hein, c'est ça, finalement, le trouble dans le genre, là, c'est comment je me sens. Je me sens comme une femme aujourd'hui. Ah, l'été, je me sens plus homme. Et donc, c'est la tyrannie des sentiments, du comment tu te sens. Le comment tu te sens qui prime sur la réalité objective mène au wokisme. Hein? Par exemple, les safe space, comme quelqu'un vient parler, Charlie Kirk vient parler dans une université, puis là, tu te sens comme agressé, tu ne te sens pas en sécurité, puis tu as besoin d'un safe space, là, comme des bébés, là, littéralement comme une pouponnière. Même si le gars va jamais te faire de mal, il vient juste parler. Tu as besoin d'un espace sécuritaire parce que c'est la tyrannie des sentiments. Les micro-agressions aussi, genre, tu fais un sourire à une femme noire, peut-être parce que tu la trouves belle ou quoi que ce soit, mais elle dit elle pense que c'est du racisme, puis là, elle te poursuit parce que, genre, les micro-agressions, c'est ça, ou bien, genre, comme à l'Halloween, tu portes un sombrero mexicain, puis finalement, c'est de l'appropriation culturelle. Ça, c'est tout ça découle, le wokisme découle du fait qu'on est sorti du réel et on est allé vers les sentiments. C'est un déplacement du masculin vers le féminin, des faits vers le ressenti.
Hein? Et je vais laisser, comment elle s'appelle? Ellen Andrews expliquer. Ellen Andrews, qui est une écrivaine, elle a journaliste écrivaine américaine conservatrice qui fait le lien justement entre l'arrivée des valeurs des femmes et des valeurs féministes, féminines, on pourrait dire. C'est plus d'empathie, là, comme on le disait, là, plus d'empathie ici dans le cerveau féminin. Le fait d'arriver que justement, plus de femmes arrivent dans certaines professions comme les juges, etc. Et la reconnaissance de tous ces trucs-là, de micro-agressions, etc. L'arrivée du wokisme est liée, selon elle, à l'arrivée des femmes comme majoritaires dans certaines professions dans la société. Je vous laisse écouter ça, vous m'en direz ce que vous en pensez. Wokeness is simply feminine patterns of behavior applied to institutions where women had not been very well represented until recently. Women tend to be more consensus-focused, consensus-oriented. Men, when they're approaching a moral question, will ask, what are the facts? What are the rules? Whereas women will say, what are the relationships at play here? How can we make everybody happy? Mm-hmm. How can we reach an outcome that will satisfy all the parties? As opposed to the male perspective of how do we reach an outcome that is just and according to the rules. That sounded a lot like wokeness to me. And the sort of piece that made it all click into place for me was the coincidence of timing. It is the case, just we can all agree as a matter of fact, that a lot of institutions that went woke or were affected by wokeness became demographically female in the last 5 years. Law schools in America turned majority female in 2016, and they've gotten a little bit more female every year since then. I think now it stands at 55, 56%. The New York Times became majority female in its workforce in 2018, which is maybe why it was so susceptible to the fads of wokeness and the internal policing and the Slack revolts that took place internally over there. Medical schools are now majority female. The white-collar workforce overall, employees in the United States with college degrees, a majority of them are women. And managers, management positions in the U.S. workforce, 46% female, so almost majority female. So the fact that all of these institutions tipped over to being majority female around the same time that wokeness emerged seemed to me that couldn't possibly be a coincidence. Voilà, on remercie Hello Traduction pour cette traduction instantanée. On lui a demandé ça plus tôt cet après-midi. Merci beaucoup, Hello. Et donc, quand je disais, je vais terminer là-dessus, quand je disais, par exemple, que les conditions sociales peuvent soit castrer ou déployer la testostérone, on va vous donner 2 exemples ici. L'exemple, par exemple, des Forces armées canadiennes où la brigadier générale canadienne, qui est une femme, s'excuse pour le racisme systémique. Puis l'autre, où est-ce que c'est le chef le Department of War aux États-Unis, Pete Hegseth, qui fait de l'exercice. Alors, Canada, elle s'excuse pour le racisme systémique. Ça, c'est... Today is a significant milestone in the history of the Canadian Armed Forces, and it is also a very difficult day. Daily words and deeds of every one of our members. Systemic racism, racial discrimination and harassment are an affront. La discrimination raciale. Je connasse. Tandis que Pete Hegseth, c'est plus... Ça c'est castrant. Quand tu as ça comme à la tête de l'armée, tu n'as pas envie d'aller te battre, tu n'as pas envie d'être recruté par cette espèce de... Je m'excuse pour les gars des forces armées, là, mais c'est comme comment? Ça vous donne le goût, vous êtes fiers de ça, là. Et puis, alors que si tu veux, au contraire, déployer la testostérone, tu veux genre que les gars soient fiers de leur leader, puis ça motive. Pete Hegseth, 3 plates. 3 plates. Moi, je suis pas capable de faire 2 plates au gym. Fait que, ouais, ça donne, ça motive, ça déploie la testostérone. Tandis que l'autre, c'est castrant. Ouais, c'est ça la différence entre les deux, Canada versus US. Et donc, je vais laisser le reste pour
Féminisme 101. Mais je veux aussi, on va terminer là-dessus, donc retour du christianisme aux États-Unis. Mais justement, parlant de Pete Hegseth, Trump lui a demandé c'est des choses qu'on ne voyait pas sous Obama, LGBTQ, là. C'est des choses qu'on ne voyait pas. Le retour, et les gens sont très fâchés, la gauche est très fâchée de ce retour du christianisme dans les institutions. Ici, il n'y a pas du tout de laïcité, zéro laïcité aux États-Unis. Le département, surtout le Department of Labor, là, le Department of Labor fait la promotion active du christianisme. Vous voyez ici, par exemple, une nation sous One Nation Under God, une nation sous un Dieu. Vous le voyez avec, différentes images de George Washington qui prie la prière dans la vallée. On montre des 250 ans de One Nation Under God, Joyeux Dimanche, qu'on dit, ça n'existe pas, Joyeux Dimanche, là, je pense, mais en tout cas, et on montre une église avec surtout des personnes blanches. Même chose ici, encore une fois, Joyeux Dimanche, une autre église. On n'est pas du tout dans la laïcité, c'est le département du travail. Encore une fois, Joyeux Dimanche, on nous parle ici du psaume 33-12, God Bless America, en montrant des déclarations de différents représentants de l'administration Trump qui parlent de religion. On a ici Matthieu 1-23, l'adoration des bergers. Donc, on nous propose des images chrétiennes comme ça. On nous montre aussi le plan ici, Washington qui traverse le Delaware, la nuit de Noël. Plus les trucs QAnon. C'est un peu comme QQ, ça a toujours été très chrétien. Et là, vous voyez, c'est le département du travail, c'est ça. Trust the plan, faites confiance au plan, hold the line et Patriots in control. Et donc, c'est une nation, je ne sais pas comment on traduit ça en français, One Nation Under God, une nation sous un seul Dieu, sous Dieu, ou donnez-moi votre traduction de ça. Plus le fait que Trump demande, par exemple, publiquement à Pete Hegseth de réciter des prières devant les journalistes, devant tout le monde. C'est... Years from George Washington to President Trump, we have dedicated this nation to one nation under God, and certainly in God we trust. And as we think 250 years ago to George Washington on bended knee in Valley Forge, appealing to heaven on behalf of his troops in this young nation. We've appealed to you from the beginning and may we continue to... Etc., etc. Imaginez ça au Canada, au Québec ou en France, où c'est des ministres qui prient, qui font la prière. Ils ne sont pas du tout dans... C'est comme en Russie, là, ils ne sont pas du tout dans la laïcité. Et ça n'existait pas sous Obama. Et donc, encore une fois, venez pas nous dire qu'ils sont tous pareils. Okay? Venez pas nous dire qu'ils sont tous pareils. Le changement est radical à tous les niveaux, que ce soit au niveau religieux, puis on n'est pas dans le noachisme. Le changement est radical à tous les niveaux. Le changement est radical au niveau géopolitique, au niveau intérieur, au niveau des élites pédophiles, l'effet boule de neige, etc. J'ai juste honte pour les Black Pills. Voilà. Et Pete Hegseth, c'est celui qui a l'espèce de croix tatouée, là, la croix de Jérusalem. Là. Ouais. Des croisés, là, c'est littéralement des croisés, département de la guerre, etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On sollicite votre appui, évidemment, si possible. Pensez à nous, puisque cette petite entreprise Radio-Québec Inc. ne se maintient pas tout seul et que votre appui nous permet de continuer notre œuvre. Ça nous donne la liberté d'expression. Les personnes qui n'ont pas d'appui de leurs auditeurs ne font pas long feu. On est chanceux. On a eu des gens qui nous appuient depuis presque 8 ans maintenant. On voit les noms revenir, mais on a aussi, il y a des gens qui partent, puis il y a des gens qui... On aimerait pouvoir maintenir ou s'approcher du 1% de nos auditeurs qui nous aident. Et donc... si vous avez les moyens de le faire, pensez à nous. Il n'y a aucune autre façon de le demander. Il faut faire un pitch à la fin du web journal, sinon les gens ne le font pas. Et, je vais terminer aussi. Et les façons de le faire, c'est ça ici, par la poste. Je rappelle que par la poste, si vous envoyez un chèque, par exemple, du Canada, c'est à Radio-Québec Inc. que vous devez faire le chèque. Si vous envoyez un chèque en euros, c'est à Alexis Cossette-Trudel.
pour des raisons de comptabilité, la banque avec laquelle j'opère n'ouvre pas des comptes de compagnie en chèque euro, donc il a fallu que j'ouvre un compte personnel, etc. Voilà, donc c'est l'info comme nulle part ailleurs. Par les virements Interac, il y a une façon de le faire aussi, Bitcoin, PayPal, etc. Et par le site. Je vais terminer avec ça ici, une dernière mise au point. Il y a ce site-là ici, Sean TPV, Sean TPV de People's Voice Media, c'est toujours fake. Ne partagez pas ça, c'est toujours fake. Il n'y a jamais une seule nouvelle qui est vraie dans c'est de la désinformation sur X. Je vois des comptes en France qui partagent TPV. C'est juste fake. Il n'y a jamais de fondement à ce qu'ils disent. Tu sais, c'est comme le Canada a commencé à euthanasier ses enfants. Leonardo DiCaprio a mangé 70 kg de viande humaine. C'est comme il n'y a jamais de fondement à ce qu'il dit. Il n'y a jamais rien. C'est toujours fake. Ne partagez pas ce gars-là. Il fait des vidéos. C'est marqué aussi. Des fois, les gens traduisent en français. Là, c'est la voix du peuple, là, traduit, vérifié par la voix du peuple. C'est marqué dans la capture d'écran. C'est toujours fake. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas été trop désagréable côté théorie du genre. Il faut remettre les pendules à l'heure. Les stéréotypes de genre ont des fondements biologiques et c'est pas en castrant les garçons qu'on va arriver à une société émancipée. OK? Fait juste perdre la compétitivité à l'international, surtout, et une société qui s'effondre. Tu sais, quand on dit ça va mal, là. Ouais. OK. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Cette semaine, je vais essayer de faire un truc, là, justement. En fait, ça va être très didactique. Ça va juste être montrer les différences hommes-femmes biologiques pour détruire cette idée de théorie de genre. Et ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement scientifique. C'est enseigné à l'école. Il y a des décisions de tribunaux qui prennent ça en compte. C'est de la maladie mentale pour 99% dans des cas. OK? Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Allez, à plus tard cette semaine. Salut la gang.